De temps en temps, je dirais quelques mots en espagnol, bien sûr, pour que je sois compris. Bueno, saludos a todos. Gracias por haber venido hasta Las Bordas. Merci d'être venus nombreux. C'est une manifestation, un hommage, je veux dire, qui prend de l'ampleur, puisque tous les ans, on est au-delà de 100 personnes ici. Une centaine aussi pour le restaurant. Nous sommes ici donc pour rendre hommage à une partie de l'histoire qui concerne l'après-guerre civile espagnole, c'est celle des guérilleros dans la tentative de reconquête de l'Espagne par le Val d'Aran. En espagnol, reconquista. Ces guérilleros venaient de zones différentes, qui venaient de France, bien sûr, et ils étaient enrôlés en quelque sorte sur la base du volontariat. Et leur objectif, c'était donc de rentrer aussi en contact avec la population afin de pouvoir prendre cette décision qui leur a manqué par la suite, celle d'instaurer à Viella un embryon de république avec un gouvernement. Cela ne s'est pas produit, puisque selon les moments décisifs, les moments véritablement de guerre, ici, il y a donc en 1944, le 21 octobre, il y aurait lieu des combats très durs ici à Las Bordas. Il y a eu des morts de part et d'autre. Certains sont morts, et en particulier quelqu'un qui figure sur la plaque, c'est M. Mauricio Moga. Et donc, la situation allait, disons, se compliquer par la suite, puisque cet objectif qui était donc de s'installer, mais il fallait aussi, donc, sur le plan stratégique, s'approprier une partie du territoire, celle qui concernait d'abord le Puerto de la Bonaigua. C'était le seul passage entre l'Espagne et puis l'Espagne, disons, au-delà des Pyrénées, et puis la région ici. Ça, ils n'y sont pas arrivés, ça a beaucoup manqué, et donc ça a aussi eu une grande influence sur la suite, le cours de l'histoire ici. Ces guérilleros étaient porteurs d'un message, non pas guerrier, mais d'un message humaniste. J'ai relu ces temps-ci un livre qu'a écrit un écrivain qui était un ami de mon père, nommé Daniel Arras, qui explique que ces guérilleros venaient donc au contact de la population, pensant qu'ils allaient s'attirer donc de bonnes sympathies, et donc ils faisaient tout pour que ces populations n'aient pas le sentiment que ces guérilleros venaient faire la guerre. Voilà. Ils ont donc réussi, d'une certaine manière, c'est intéressant, parfois de prendre que dans cette région, disons, qui était éloignée du reste de l'Espagne, la population vivait souvent sous le seuil de la misère, manquait de tout. Et donc, un des objectifs de ces guérilleros, c'était aussi d'apporter et de distribuer de la nourriture ou des vêtements, chose que l'on ignore d'une façon très précise. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui va marquer les événements, c'est aussi lorsque certains de ces groupes, et je pense en particulier, parce qu'on parle toujours de la tentative par le Val d'Aran, mais en même temps, il y avait d'autres groupes qui venaient d'ailleurs, de la chaîne pyrénéenne, et en particulier un groupe qui mérite son intérêt, c'est celui qui venait de l'Ariège, par les mines de Saintin. Et donc, en utilisant les installations de la mine, ils pensaient pouvoir aboutir facilement sur la partie haute de la vallée, du côté donc de ce qui est devenu par la suite le tunnel de Viella. Les choses se sont compliquées pour eux, d'abord parce que techniquement, ces installations n'ont pas bien fonctionné, et ensuite parce qu'en cette période, il faisait très froid déjà, et il y avait beaucoup de neige, ce qui a donc non seulement ralenti leur progression, mais a beaucoup handicapé, n'étant pas, disons, à mesure de trouver un lieu de sécurité.
Et puis, tout de suite, ils ont senti que la pression, disons, de l'armée franquiste était là, puisque c'était l'arrivée de groupes de militaires qui venaient donc de l'au-delà. Ici, sur la partie intéressante, on a mesuré que sur une population de 2500 habitants à l'époque, la moitié était sous contrôle de ces guérilleros. Beaucoup de villages avaient été pris, donc, disons, assez facilement, d'autres moins facilement, par exemple Las Bordas. Mais donc, cette population était essentiellement, disons, à caractère agricole. Ce n'étaient pas des gens très, très fortunés, donc non plus. Et ils vivaient dans des conditions matérielles assez insuffisantes. Voilà. Ici, à Las Bordas, l'histoire prouve, les archives, donc, par ailleurs, qu'il y a eu des combats très rudes ici. C'est un des points sensibles, un des points noirs, on peut dire, de l'avancée des guérilleros. Il y a eu des morts, de part et d'autre. Certains sont morts ici. Donc, par exemple, M. Maurice Moka. Et il n'avait pas été tué par, disons, l'armée franquiste, mais par quelqu'un qui est du village, hein, qui était, on va dire, un phalangiste. Donc quelqu'un qui était déjà, nous sommes en 44, hein, donc 5 ans après la guerre, quelqu'un qui était donc, il y avait une mission, je crois que c'est votre mère qui nous a laissé un document là-dessus, on connaît le nom de cette personne, hein, ce document, et donc il avait, disons, en quelque sorte, des prérogatives, dans le sens il devait aller à la rencontre de tous ces républicains qui étaient ici, qui avaient été des sympathisants, sans être des politiques, et beaucoup sont morts sous les coups de la phalange, à cette époque-là. Que se passe-t-il par la suite? La tentative de conquête, disons, de la ville de Viella, qui est un village à l'époque, hein, ne va pas réussir. Donc, l'ordre va être donné quelques jours après de la retraite. C'est les autorités, surtout l'état-major des guérilleros. À titre de remarque, cet état-major était installé à Montrégeau, dans le château dit de Montrégeau, entre Montrégeau et Gourdon. Donc l'ordre va être donné non seulement par l'état-major, mais aussi par les politiques de l'époque. Et donc le 27, la retirade est décidée, c'est-à-dire le retour de ces combattants va se faire en direction de la France. Voilà, donc un épisode de cette période qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde. Nous avons repris un peu le flambeau, puisque les anciens se souviennent mieux que moi, que ça avait déjà existé avant que nous prenions, disons, les choses en main. Donc ici, beaucoup d'anciens guérilleros étaient venus à partir des années 80, je pense, c'est ça. Et cette plaque existe depuis un certain nombre d'années. Elle est toujours entretenue, elle est toujours donc bien visible. Et voilà, et c'est cette initiative demandée, disons par des anciens, cette initiative qui nous est propre, on a décidé il y a quelques années de revenir ici avec tous ceux qui le souhaitaient. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur et Madame Fontan et de Morissette, si je ne me trompe pas, et donc la petite fille de Monsieur Moga, c'est bien ça? Voilà. Donc, bon, on ne souhaite pas intervenir, je la comprends très bien. Donc, habituellement, il y a sa maman qui venait, et on a appris, évidemment, qu'elle était morte il y a 1 an. D'ailleurs, c'est au moment où, justement, où vous veniez ici, je crois que vous avez appris son décès, et donc elle n'a pas pu venir. Sont aussi avec nous quelqu'un qui nous est d'une grande fidélité, mais d'un grand réconfort et d'une grande force, c'est Monsieur Martin Arnalmur, pour dire simplement Martin. Il est là, il est stoïque, il est là, et bien, il a certainement des choses à nous raconter, mais il est toujours là. Moi, je l'avais rencontré au cours du mois de juillet, il m'avait promis de venir aujourd'hui. Je te remercie, Martin, d'être là avec nous. Bon, j'ai quelqu'un qui a vécu des périodes difficiles dès sa jeunesse très tôt. Hein, je crois qu'il était déjà sur le front de guerre à l'âge de 15 ans. Et remarquable, il vient de sortir un nouveau livre
que je vous conseille, bon, l'espagnol bien sûr, mais où on retrouve beaucoup de choses, mais aussi on y découvre de nouvelles choses, voilà, par rapport au premier. Nous avons avec nous aussi une association dite ANACRE, j'espère ne pas me tromper, Association nationale des anciens combattants de la résistance, et victimes de guerre. Non. Et amis de la résistance, voilà. Alors, à juste titre, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais les guerrieros, c'est aussi des anciens combattants liés au mouvement de résistance en France. Il y en a eu beaucoup sur la chaîne pyrénéenne, aussi bien dans les Hautes-Pyrénées, et beaucoup sur les Hautes-Pyrénées, je pense, un peu moins dans l'Haute-Garonne, mais ce sont des combattants qui ont, disons, apporté beaucoup par leur esprit, disons, combatif, mais aussi par leur expérience de la guerre. Et donc, à reprendre en histoire, c'est les libérateurs de Foix et de nombreuses villes et de nombreux sites. Voilà, donc ils méritent une forme de reconnaissance. On devait avoir avec nous M. Paco Boya, qui est l'ancien conseiller général du Val-d'Aran, président du gouvernement, si vous voulez, du Val-d'Aran. Il n'est pas là, il s'en excuse parce qu'il est actuellement en Colombie, en voyage humanitaire, donc il a une mission très particulière. Un salut très fraternel, un saludo fraterno a todos los que vienen de Huesca, de Angües y otros sitios, yo los conozco todos, ils sont là, on se reconnaît, on a l'habitude de se voir, ils viennent, on a plaisir à les accueillir et on a aussi plaisir à savoir comment évoluent les choses dans ces régions. Et je pense en particulier à ce qu'on a appris ces jours-ci à Huesca, donc cette opération qui consiste à donc ouvrir les fosses communes et la découverte de gens qui sont chers à certains qui sont là. Je peux le dire, je pense, Martin, tu as retrouvé un de tes frères, mais je pense que tu savais qu'il était là. Et là, c'était, disons, un peu plus poignant, parce que les photos, disons, sont parlantes et apportent un choc moral. Donc, deux mots sur l'association. Cette opération qui consiste à venir rendre un hommage est placée dans le cadre de ce que nous portons comme message essentiel, c'est celui de la mémoire. Donc, nous avons voulu dès le départ que ce soit une association mémorielle et pas autre chose. Nous avons traversé 10 ans, puisque c'est aussi 10 ans de la création de l'association, en faisant beaucoup de choses. Et ce qui nous attire, nous intéresse le plus, c'est d'aller au contact des générations actuelles, des jeunes, mais qui seront aussi par la suite des contacts à continuer si on le peut vers les générations futures. À Saint-Gaudens, puisque c'est notre endroit, c'est l'endroit où nous sommes donc installés, c'est notre siège social. Tous les ans, nous faisions les journées d'avril, todos los años, las jornadas, los días de abril. Cette année, este año, cambiamos, lo haremos todo, nous allons tout faire el mes de febrero. Pourquoi le mois de février? Ce sera le 80e anniversaire de la retirada, mais aussi le 10e anniversaire de la création de l'association. Donc on ne perd pas de vue évidemment ce que nous faisions les autres années, mais cette année on a voulu tout regrouper, lo haremos todo durante el mes de febrero. Mais aussi, disons, on a trouvé, disons, à la fois des expositions, mais des gens qui veulent bien intervenir, un prolongement sur une partie du mois de mars. Voilà. Donc il y aura beaucoup de choses sur Saint-Gaudens, mais il y aura aussi, chose qui nous avait beaucoup, disons, intéressé il y a 10 ans, c'était donc de revenir sur les 4 communes où on avait pu poser une plaque sur un mur, sur le mur de la mairie, ailleurs, et dont nous allons y faire à chacune d'entre elles une cérémonie, Saint-Gaudens bien sûr, au Hara. Ensuite, nous irons à Miramont, qui est quand même pour nous un lieu de référence. Il y a encore des personnes qui sont là, qui ont vécu la retirade.
comme Martin, mais il y a ici avec nous Joséphine et Constantine. Et cet épisode très particulier, mais qui a fait, disons, une part de notre activité à un moment, c'est leur arrivée donc, au haras de Saint-Gaudens, le 6 février 1939. Ils étaient 320 et ils sont encore 3. Les 320. Constantine et une autre qui nous est aquí. Maria Bernat qui vit à Luchon. Nous faisons pour elle, tous les ans, un hommage particulier au haras Saint-Gaudens sur une demi-journée. Nous irons ensuite à Olon, bien sûr, puisqu'à Olon, beaucoup d'entre nous y ont habité. Un village qui était très accueillant à l'époque. On y a compté, en gros, sur une période de 5-6 ans, 47 familles sont passées par Olon, un petit village entre Saint-Gaudens et Coussens. Et ensuite, Casères. Voilà. Nous y ajoutons un lieu, c'est l'Hospice de France, avec ce qu'on a pu obtenir. On n'a pas tout obtenu, il faut le dire. On a obtenu la pose d'une stèle, donc à l'Hospice de France, au-dessus de Luchon. Et c'est un hommage que nous rendons à ceux qui sont arrivés, non pas en 39, mais qui sont arrivés fin mars, début avril 38. C'est déjà une première retirade. Il y en a eu d'autres, moins importantes, mais qui ont marqué quand même certaines régions. Voilà. Juste un mot pour ce qui va se passer sur l'instant. Vous savez qu'on a l'habitude de donner le micro à celui qui veut parler, un petit peu. Je pense que Martin va nous dire certaines choses. Bon, voilà. Et ensuite, nous avons prévu... l'ANAC est venue avec des... Je ne sais pas si c'est la chorale, une partie, pas toutes, mais ils vont nous chanter une ou deux, une seule, oui, très bien. Et puis nous avons un groupe qui s'est joint à nous, qui va aussi chanter une ou deux chansons en s'accompagnant avec des instruments de musique. Voilà. Ensuite, la coutume veut que nous portions des fleurs ici. Donc, sachez qu'on passe une ou deux ou trois fois par an ici pour voir si les choses donc, sont encore bien présentables et bien en place. Et ensuite, eh bien que lorsque on aura fini toutes ces choses-là, il faut qu'on se rende donc cette année non pas au restaurant habituel, mais nous irons à l'Hosteria Catalane à Bostost. L'Hosteria Catalane est située en plein village. Il y a devant l'Hosteria un petit parking. Je vous propose que ne s'y rendent que ceux qui ont quelques difficultés pour marcher, bien sûr. Les autres, on arrive à trouver facilement de la place le long de la Garonne ou d'autres endroits. On va donc écouter le chant des partisans par une partie de la chorale de l'ANAC. Ou que les adhérents. Merci. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne? Oh oui, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes, et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades, les grenades. Oh oui, frappe d'hiver à la balle et au couteau, tirez vite, tirez vite. Oh oui,
dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse, la misère, la misère. Il y a des pays où les gens ont créé des lits, font des rêves, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place, à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes, sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute, nous écoute. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne, qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines, sur nos plaines? Quels sont ceux qui voulaient chanter aussi? Non? Après, peut-être. Non? Bon. Martin? ¿Qué tal? ¿Lo veis bien? Si, si. Bueno, pues como ya ha dicho Estaral, el presidente de la asociación, yo creo que ha dado una gran explicación de lo que fue la gesta de los guerrilleros. No querría yo volver a empezar a decir lo mismo, porque sí, solamente esta gesta me siento bastante cómplice de esta gesta. Yo estaba en los maquis franceses hasta el año 1944. Estaba con el coronel Vendôme. Pero cuando vi que era el momento, por ejemplo, de acercarme a España, en vez de ir a calentarme los pies a mi casa, pues dije, quién sabe si no me pondría también un poco con los españoles que quieren liberar España. Y pensé, estoy hablando en español porque yo creo que la mayoría de ustedes comprenden, si no se ocurre francés, ¿parle francés o sí? No, no, c'est bon. Solamente esta cuestión de esto, que venimos a honorar estos compañeros que cayeron, que dejaron su vida, no decimos inútilmente, pero cayeron en un cepo en aquella época, porque si nos damos cuenta, como has dicho, por ejemplo, esto es una enclave del Pirineo, es una enclave del Pirineo. La única solución que teníamos que venir aquí y si retirábamos, pues volver a retirar a Francia otra vez, porque era el único camino que teníamos. Yo creo que nuestras ilusiones se avanzaron mucho, nuestras ilusiones fueron muy lejos, porque pensábamos, si por ejemplo hubiéramos ocupado un terreno aquí, porque al mismo tiempo que se abre un frente aquí, yo pasé a los Pirineos, a los Altos Pirineos, y abrimos en la Valle de Gistao, abrimos otro frente, los mismos días que se abría aquí. Pero yo ya me había ido a los Pirineos. Si por ejemplo aquí empezó el 12 de octubre, yo me había marchado ya
el 1 de octubre y pasaba gente del MACI, los que querían ir al MACI, al interior de España. Pero nosotros, por ejemplo, llevamos la intención de abrir un frente porque habíamos, nuestro sueño era que si ocupábamos un territorio español, por ejemplo, un territorio español donde podíamos haber establecido una especie de gobierno republicano español, hubiéramos tenido en esos momentos el apoyo de las democracias, hubiéramos podido llegar al momento hasta de derribar a Franco, porque era el momento, esa época era el momento de derribar el franquismo. Pero todas estas ilusiones y esas preparaciones que habíamos hecho, yo me acuerdo que yo estaba en la 7ª Brigada en aquella época, que ahora mismo me ha olvidado el nombre pero que estaba José Vitini también, y discutíamos a la noche y decíamos, ¿dónde podíamos preparar, por ejemplo, el ataque al Valle de Arán? Por ejemplo, las gargantas del Laude, estas gargantas del Laude es una cosa parecida a este territorio, a esta enclave del Pirineo. Y decíamos, pues podríamos entrenarnos ahí. Y ahí me estuve entrenando durante un tiempo, como no teníamos muchas armas y teníamos muchas piedras, habíamos equilibrado, por ejemplo, las piedras, estas piedras que pesaban medio kilo o 1 kilo, a ver quién la tiraba más lejos y a ver quién acertaba mejor. Así que hicimos las maniobras. Por eso digo que me siento un poco responsable de lo que ocurrió en el Valle de Arandera. Esto. Preparamos eso después de la ocupación de Albi por los maquis, mayormente por los maquis. Cuando Albi se libera, fuimos después del desfile que hicimos en Albi, por el desfile de la liberación, pues ya entré entonces en los cuarteles y me puse con los guerrilleros de Unión Nacional. Así que pedí permiso a mi jefe de equipo el 11, yo pertenecía al 11 grupo del equipo de Vendôme, y pedí permiso para poderme retirar y continuar la lucha con los guerrilleros, y eso es lo que hice en aquella época. Entonces, yo me siento también responsable de esto, porque yo creo que no habíamos calculado que detrás de esa montaña estaba Franco con 50.000 hombres armados, aunque estaban muertos de hambre, pero tenían ametralladoras, tenían aviones, tenían cañones, tenían de todo. Y nosotros no teníamos de nada. De los 4.000 hombres que se armaron en el Valle de Arán, con Tobar, de los 2.000 hombres pudieron conseguir un fusil y alguna ametralladora. Pero los demás, los 2.000, los otros se quedaron en territorio francés porque no había bastantes armas para todos. Eso tenemos que ser razonables y comprenderlo. Las democracias no nos ayudaron, ni aquí, ni en Aragón, ni en ninguna parte. Todos se callaron y eso fue un fracaso para nosotros. Y luego ya lo comprendéis. Después del fracaso, una dictadura férrea del fascismo, apoyado por la Iglesia Católica, que han deshecho completamente los sentidos del pueblo español. El pueblo español es un pueblo hoy desgraciadamente sin sentido. Él no siente aquella época y aquella gesta revolucionaria de los españoles en aquella época, durante el tiempo de la República. Ellos hoy no podemos hablarles de esto. Yo creo que yo preferiría mejor que hubiera una mayoría, pero yo creo que estamos una minoría, que estamos aún en la brecha y que aún creemos que un día, por ejemplo, nos liberemos. No sé cómo será. Y nada más, yo creo que vale más que deje la palabra a alguien que quiera decir algo más. Y yo, gracias por haberme escuchado todos. Gracias. No, perdón. Martín, háblanos de la exhumación de tu hermano. Pero hasta esa época se fusiló gente. Pero en el 1900, a partir de esas fechas,
volvieron a abrir el cementerio viejo de las mártires y entonces sacaban los presos de las cárceles que decían que los liberaban porque, por ejemplo, el director de la cárcel se lavaba las manos, sabía bien lo que iban a hacer de los presos, se lavaba las manos y decía, yo os libero, pero esperad que en la puerta os esperan. Y en la puerta esperaban allí requetés, falangistas, señoras falangistas con las tijeras para arrancarle los ojos a los presos, hacerles miles de barbaridades, porque todos no fueron fusilados, muchos fueron muertos a cuchillo, incluso carniceros que fueron voluntarios con los cuchillos a matar a los prisioneros. Entre ellos se encontraba mi hermano el mayor, el 23 de agosto de 1936, que no lo encontraremos jamás más. Después, mi hermano Román, puesto que vamos a hablar de esto un poquitín, mi hermano Ramón lo subieron a Jaca y después de Jaca lo bajaron a Huesca, porque ya los caciques de Angüés y el cura en cabeza y el secretario ya los tenían condenados. Entonces había que matar y no dejar a que nadie de Angüés volviera a contar la historia. Y mi hermano pues se encontraba en esos grupos. Y mi hermano, pues, como los otros, fueron fusilados en el mes de enero de 1937, fusilados o en todo caso, cuando se han levantado los cuerpos, hemos visto un simulacro horrible, porque todas las cabezas llevaban un agujero en la cabeza. No sabemos si era un tiro de gracia o si era que lo habían hecho con un pico, o con lo que lo habían hecho, o una pala. Pero eso ha sido la exhumación que hemos hecho en Huesca. Pero tengo una gran satisfacción de haber podido contar con gente voluntaria, que los adoro y los amo como si fueran mis hermanos, que no han perdido un minuto de esta exhumación. Solamente en Angüés, en la misma zanja, yo había dicho que había 26. Por el momento hemos podido sacar 5. Si seguimos haciendo, por ejemplo, seguimos la misma zanja, llegaremos a encontrarnos con los 26 de Angüés y a lo mejor con 26 de los pueblos del entorno, porque había más que gente de Angüés que salía de las cárceles. Toda esa gente habían desaparecido porque los ponían a una profundidad de la tierra. Luego después echaban un poco de tierra encima, un poco de cal, y después la gente que se moría de enfermedad o en los frentes de batalla que habían luchado con Franco, a esos los ponían en el primer piso, como diría yo, para poderlos sacar cuando ellas quisieran. Pero los fusilados están todos a 1 metro, 1,50 m, y quién sabe si a 2 metros. Y hay muchos secretos todavía, así que no puedo avanzar en esta cuestión, no me puedo avanzar todo porque estamos en trámite de levantar, porque hoy los muertos son los que hablan, ¿eh? Estas personas, yo he visto a mi hermano que me ha parecido de ver a mi hermano con la boca abierta, que seguramente gritó en alguna cosa, y todos así, y todos eran así, los brazos todos los llevaban como si hubieran como simple mercancía ahí tirados en las trincheras. Y esto es lo que quería decir, hasta que no haya un poco de justicia en España, no se vivirá con paz. Porque siempre he dicho yo que para mí la guerra de España no ha terminado, no terminó el año 39, ni ha terminado el año 2018. Para mí la guerra de España terminará cuando se haya hecho realmente una verdadera justicia. Entonces sí que el pueblo español vivirá en paz y en armonía entre todos los seres humanos. Entre tanto, España, por el momento, silenciosa,
y casi traicionada, y este silencio es el que mata, y este silencio no sabemos hasta dónde nos llevará. Nada más, compañeros y compañeras. Carlos. Buenos días, camaradas. ¿Cómo hablar después del testimonio tan desgarrador del compañero Martín? Bueno, haremos lo que podamos. En primer lugar, dirigiros un honesto y cordial saludo desde el Círculo Republicano de Huesca. No podríamos estar hoy, igual que otros tantos días, en una inmejorable compañía. Pues bien, me gustaría centrarme en nuestra labor a la que ha aludido Martín, que son las exhumaciones. Pues bien, yo personalmente lucho desde este frente, como de tantos otros, porque creo que desde él cumplo mi deber con esta gente que me une a ella por dignidad histórica. Pero no nos engañemos, este no es solamente la obligación de la juventud. Nosotros hemos cogido el relevo de años y años de persecución y de represalias a gente tan honorable. Este es una obligación de toda la sociedad española. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Yo, con mi trabajo, no aspiro solamente a abrir la tierra buscando o intentando reconstruir todo lo que pueda una familia. No. Yo busco recuperar memoria, recuperar una historia desde la que sí que nos sintamos orgullosos, como habla Martín, de nuestro país. Un ejemplo de lucha contra el fascismo, el genocidio. ¿Por qué se sigue luchando hoy en día? Es muy sencillo. A mí me une mucho a esta gente el aunar mi corazón en una única voluntad: el derrocamiento de las dinastías opresoras en España, bajo cuyo apellido, ya Franco o ya Borbón, se sigue justificando el asesinato sistemático de la gente que más les aterraba, la gente libre, nuestra gente, que no nos ha podido dejar mejor legado que su resistencia contra las mismas cadenas de este país de siempre. Así pues, yo creo que se nos transmite una dignidad y unos valores que muy raramente se aprenden desde un aséptico libro de texto o desde un altar catedrático. Bajo dos tricolores entramos en París, y bajo dos tricolores entraremos en el Valle de los Caídos. No brindaremos por sacar a los dos genocidas hijos de puta que están ahí. Brindaremos por recuperar, o mejor dicho, porque nunca les hemos olvidado, por volver a tener al lado nuestro a nuestra gente allí enterrada. Lo conseguiremos, no tengáis ninguna duda. Y lo sé por una razón. Porque ha llegado un momento en el que te das cuenta que tu hogar son las fosas comunes y que los fusilados, aunque no compartan tu sangre, forman tanta parte de tu familia como cualquier otro. Pues es el mismo instante que sientes brotar la más pura lágrima de tus ojos, que empapan la tierra sobre la que se asientan unas manos guardándole recuerdo. Muy bien, Carlos. Bravo. Intentando o esperando con todo su corazón que ese sea el verdadero lugar de sepultura de su familiar. Pues bien, ya simplemente me queda confesaros mi esperanza de que dentro de unos años poder mirar unos dulces ojos infantiles que me pregunten sobre este día. Y desde el recuerdo poder afirmar, orgullosos, que jamás hemos desistido, jamás hemos reblado en nuestro afán, y que desde el pasado vamos a construir la tercera república, una tercera república de igualdad, de justicia en todos los ámbitos y de libertad, porque pertenecemos a la más noble estirpe de todas, la republicana española. Viendo ante mí, a tanta gente con ese mismo afán, cada vez me doy más cuenta de que esta es una realidad más palpable. Así que por todo lo que nos ha unido, por todo lo que veo que nos vuelve a unir hoy, ¡viva la República! ¡Viva! ¡A por la tercera! ¡A por la tercera!
Donc, merci a tous, gracias a todos de estar con nosotros, de estar juntos. Otra clase de intervención, ¿no? Bueno, pues nos vamos a salir. Et on fait pas. Jules, on fait pas les drapeaux. Les drapeaux. Voilà, je sais pas comment vous dites. Eso. Donc, je vous demande une minute de silence, s'il vous plaît. Donc, merci. Gracias a todos. ¡Viva la República! ¡Viva!